Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée sur le Food Forum, l'endroit où on fait bouillonner les cerveaux, où on parle, on mange un peu parfois aussi, mais surtout on discute, on échange. On est là pour avoir une discussion la plus interactive possible avec vous. On aura un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à préparer des questions. On viendra vers vous à la fin de ce temps. On a 45 minutes ensemble pour cette première discussion de la journée à propos d'expérience client et de restaurants immersifs. Pour en parler, je vais vous présenter dans quelques minutes nos invités. Emmanuel Perraudin va nous rejoindre dès qu'il arrivera. Il y a toujours des petits retards, mais c'est les aléas des transports à Paris. Je voulais déjà introduire cette discussion en parlant d'expérience. Donc manger dans le noir, par exemple, ou alors au beau milieu d'une centrale électrique. Ça m'est arrivé grâce à Emmanuel Perraudin. D'ailleurs, je vous raconterai l'histoire. Dans une trattoria napolitaine en plein Paris ou dans une fruitière de comté jurassienne. Ils nous en font vivre des expériences, ces néo-restaurateurs aventuriers du goût. La preuve par 3 que le restaurant, c'est plus systématiquement 4 murs découverts et à un moment parfois un peu plan-plan. Pour en parler, Bérangère Haut, DG Europe du Sud de Big Mama. Merci beaucoup d'être avec nous. Antoine Ménard, tu es Chief Creative Officer, CCO, on en parlera, de Paris Society. Et donc on accueillera Emmanuel Perraudin, qui est un chef nomade, tout de suite dans quelques minutes. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bérangère, pour commencer, dans toutes les personnes qui ont mis les pieds dans les restaurants Big Mama, déjà peut-être un sondage. Qui a déjà mangé dans un restaurant du groupe Big Mama ici? Ok, quasiment tout le monde. Moi aussi, je lève la main. Donc vous avez tous et toutes remarqué l'ambiance qu'il y a. Ça parle italien à peine la porte franchie, ça parle fort, ça danse, ça chante parfois, ça sert le tiramisu à la louche. On a l'impression d'être dans une trattoria napolitaine. Et tout ça, c'est pensé, tout ça, c'est réfléchi. Et les gens, généralement, se souviennent de leur expérience dans un restaurant Big Mama. Comment est-ce que vous avez fait, Bérangère, pour construire cette expérience aussi immersive? Alors, chez Big Mama, donc déjà, bonjour à tous. Merci d'avoir quasiment tous essayé Big Mama ici. C'est une aventure qui a commencé il y a 10 ans et dont le fil rouge, c'est l'amour de l'Italie, de la culture italienne et des produits italiens. Et au départ, la première trattoria, c'est une aventure qui a marché par briques, par itération. L'histoire n'était pas écrite à l'avance comme ça, mais le projet au départ, c'était de créer à Paris un endroit qui rappelle en fait la trattoria italienne dans ce qu'elle a de chaleureux, dans ce qu'elle a de généreux, dans ce qu'elle a d'accessible en termes de prix, et de créer un environnement où en fait la porte franchie, on passait un voyage en Italie. Et donc quand on a ouvert East Mama il y a 10 ans, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on était allé chercher les équipes en Italie. On avait du coup 100% quasiment d'Italiens aux cuisines et en salle. Tu veux dire c'était des équipes qui vivaient en Italie et que vous êtes allé chercher et oui. En leur disant venez vivre à Paris et faire revivre l'expérience Exactement, italienne. C'est ce qui s'est passé pour le premier restaurant. Alors au début, c'était même pas vraiment calculé, c'est que les deux fondateurs s'étaient associés à un chef italien. Ce chef italien a appelé un de ses cousins qui était à Naples pour qu'il vienne aider en salle, et puis le cousin a appelé un copain, etc. C'est comme ça que ça s'est fait au départ. Et en fait, ça a été une telle alchimie et une telle évidence en ouvrant le premier resto qu'on s'est dit, en fait, c'est comme ça qu'il faut se développer. On a créé une âme italienne déjà par le décor, les produits, la cuisine, mais aussi parce que vous avez vraiment cette expérience incarné par les équipes, parce que les équipes viennent d'Italie. Et aujourd'hui encore, on a un bureau de recrutement en Italie qui recrute en permanence des employés italiens pour venir travailler chez nous. Et donc, il faut forcément parler italien pour travailler chez Big Mama, dans les restaurants? Pas forcément aujourd'hui, parce que, comme je le disais, l'essentiel, c'est d'être uni par un amour de la culture italienne. Et donc, au fil de notre développement, aujourd'hui, on est présent à Londres, par exemple. C'est compliqué de faire venir des Italiens d'Italie à Londres, donc on a mixé, on a aussi pris des personnes localement, italiennes ou non,
Et donc aujourd'hui, dans nos restaurants, on a plus de 30 nationalités. Donc en réalité, parler italien n'est pas une obligation. La vérité, c'est que ça reste la langue dominante. Les cuisiniers sont à 90% italiens. Et donc vous avez quand même presque vous êtes mordu par l'envie d'apprendre l'italien de toute façon. Mon cas personnel, je suis entrée chez Big Mama, je ne connaissais pas un mot d'italien et aujourd'hui je le parle parce qu'on est dans un environnement italien et c'est même travailler chez Big Mama, c'est travailler à l'étranger quelque part. Donc c'est très très agréable. Donc là, c'est la partie sur le personnel et après, il y a la partie décoration, ambiance. Ça, comment vous avez fait pour rendre ces lieux aussi Donc je l'ai évoqué très vite. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, donc, quand on résume Big Mama, on dit Big Mama, c'est une cuisine généreuse, faite maison, servie avec le sourire dans des lieux de dingue. Et donc dans des lieux de dingue, ça fait partie, c'est un des piliers de ce qui fait l'ADN de Big Mama. Et l'idée, c'était de créer des lieux uniques. Chaque restaurant est différent, chaque restaurant a son identité, son âme, et je pense que tu pourras raconter parce que ton aventure est différente de la mienne, mais vous avez aussi ça. Donc chaque lieu a son histoire propre. Et c'est aussi ça qui fait la force en fait du groupe, c'est que vous pouvez aller dans différents restaurants Big Mama, vous aurez votre préféré, vous aurez un fil rouge commun qui est cette âme italienne, mais vous aurez une identité propre, vous aurez des produits qui sont différents, vous aurez des personnes différentes, vous aurez une décoration différente, chaque détail est pensé et unique, et donc c'est vraiment ça qui crée une expérience à la fois différente dans chaque lieu et en même temps qui a un code commun. L'attention du détail, c'est peut-être aussi ce qui fait le lien avec Paris Society, dans vos lieux qui sont souvent nichés dans des lieux d'exception, dans des musées, sur des rooftops, dans des lieux un peu cachés à Paris. Vous développez des expériences immersives également dans tous ces endroits où il y a un menu particulier, une ambiance et une histoire, un scénario, un narratif qui est raconté. Tu me disais avoir écrit 200 pages pour incarner. C'était quel personnage dont tu... C'était Gigi. Gigi. Voilà, pour l'un des restaurants de Paris Society. Tu as écrit 200 pages pour dire voilà, qui est Gigi. Emmanuel Perrodin nous rejoint. On peut l'applaudir pour le mettre à l'aise. C'est raté. Bienvenue, je reviendrai vers toi pour te présenter. Et Antoine, donc ces 200 pages, tu fais ça à chaque fois pour tous les lieux, d'écrire autant. Raconte-nous ton métier et ce fameux acronyme de Chief Creative Officer. Merci pour cette question et merci de nous accueillir. J'ai effectivement un métier sympa de Chief Creative Officer. Je le mixe avec une partie opération et une partie développement. Ce qui fait que notre particularité chez Paris Society, c'est qu'on met vraiment la création et l'expérience client au cœur de notre système. Et c'est vrai qu'on commence toujours nos lieux et nos marques autour de nos 3 piliers. Le premier qui est vraiment... qui tient à cœur à Laurent de Gourcuff, qui est le fondateur de Paris Society, qui est le lieu. Donc on essaye toujours de dénicher des lieux de dingue qui se suffisent presque à eux-mêmes et dans lesquels rien que le fait d'y être, il se passe une émotion par l'architecture, par la vue. C'est le cas de Coco dans l'Opéra Garnier, c'est le cas de Girafe à Trocadéro par exemple. Et ensuite on essaye d'y amener un contenu narratif fort. On a souvent dit on n'est pas restaurateur. Maintenant, on le dit puisqu'on dit qu'on fait des hôtels comme des restaurateurs. Parce que vous venez plutôt du monde de la nuit et du club, du club avant d'avoir développé la partie restauration un peu plus tard. Alors Laurent vient du monde de la nuit puisque le groupe existe depuis une vingtaine d'années. On est toujours opérateur de clubs, ce qui explique qu'on a un ADN festif dans nos lieux qui se retrouve plus ou moins suivant les marques. Moi, je viens plutôt du monde de la restauration. J'ai travaillé il y a quelques années aux côtés de Luc Dubanchet puisque je connais Omnivore depuis Le Havre. Donc je viens vraiment du milieu de la restauration plutôt. Et on a décidé ensuite sur le contenu narratif de ne pas partir uniquement d'une carte de chef et d'une vision d'un chef et d'un architecte et d'une vision d'un architecte, mais plutôt de partir sur un storytelling et une narration initiale. C'est vrai que je prends plaisir à écrire avec une équipe créa à Paris.
et qui nous permet ensuite de raconter à 360 cette histoire et de faire en sorte que le chef raconte cette histoire et pas la sienne, que le décorateur architecte raconte bien cette histoire et pas la sienne également, et de le faire à 360 avec de l'entertainment, avec un styliste pour les tenues du personnel, avec un nez pour les signatures olfactives, avec un bureau créa pour les OSNI, et d'avoir quelque chose où on fait en sorte, en tout cas on essaye, que l'intégralité des détails de l'expérience client se répondent les uns les autres et soient cohérents. Mais ça veut dire que la personnalité des chefs, qui est parfois d'ailleurs forte, sans parler d'ego, doit s'effacer au profit du projet général. Est-ce que ça ne crée pas des tensions chez les chefs? Alors, on a une grosse partie de nos équipes, on est un peu plus de 5000 collaborateurs maintenant en France, en comptant les opérations, donc beaucoup de profils sont en cuisine. C'est vrai que la star chez nous, c'est pas le chef de cuisine, la star chez nous, c'est pas le mixologue, la star chez nous, c'est la marque et l'expérience qu'on souhaite livrer. Et on a la chance d'avoir des équipes qui partagent, qui adhèrent, et on a la chance d'avoir des équipes où, comme Bérangère, on leur offre la possibilité de s'exprimer parce que 100% de la production est faite sur place, 100% de produits frais. Comme je donne souvent comme exemple, on a décidé il y a quelques années de passer 100% de nos appros en fruits et légumes bio. Mais on l'a fait également et surtout pour la conviction de nos chefs et pour notre propre conviction à nous, mais on ne le raconte pas à nos clients. Parce qu'on ne peut pas être le resto le plus dingue en vue, le plus sympa en entertainment, le plus bio, et on s'y perdrait en termes de discours. Donc on essaye aussi d'être à l'écoute de nos équipes de cuisine en leur offrant cette possibilité d'expression. Emmanuel Perrodin, bienvenue. Tu nous rejoins de Marseille et je t'en remercie beaucoup. Tu es un chef un peu particulier, un peu sauvage. Tu es un chef et un restaurateur qui n'a pas de restaurant fixe. Donc toi, l'immersion, elle se fait hors les murs, toujours, avec des expériences assez incroyables que je vous invite à vivre si vous avez la possibilité de le faire, notamment sur les dîners insolites qui ont lieu tous les ans en juillet dans la région de Marseille et l'arrière-pays, où on mange, comme je vous l'ai dit, dans une centrale électrique, en Camargue, en plein milieu des marais salants, sur la digue du Large, dans un vignoble, avec une direction artistique qui est pensée et qui ne laisse pas la place aussi au doute. Tous les détails sont pensés, sont réfléchis, et tout un lien aussi entre culture et nourriture, qui s'explique aussi par ton passé et ta formation d'historien. Est-ce que pour toi, le restaurant, c'est forcément sans restaurant et c'est comme ça que l'expérience est la plus immersive? Non. Non. Le restaurant reste un espace tout à fait privilégié, tout à fait unique et tout à fait essentiel. Moi, j'ai choisi de quitter la restauration traditionnelle en 2015 pour plein de raisons. D'abord, pour reprendre le risque de ne pas plaire et d'aller chercher vraiment parfois des choses qui ne plaisent pas à des clients. Je ne voulais plus avoir de clients, je préférais avoir un public. Ça se discute, c'est des notions qui se discutent aujourd'hui, mais en tout cas, c'était comme ça, c'était la mentalité que j'avais à cette époque-là. Je voulais interroger mon métier avec les autres artisanats. Et puis je voulais aussi, puisque je viens du monde de l'histoire, et j'ai toujours été marqué profondément. Et ce qui m'a fait aimer ce métier en 2006, ça m'est tombé dessus comme une évidence, c'était qu'on pouvait vraiment y raconter des histoires. Et comment raconter des histoires sans en raconter, c'est-à-dire en étant au plus vrai, au plus juste, et montrer comment, grâce à la cuisine, qui est pour moi le fait culturel originel, le fait culturel premier, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'une table comme on se retrouve autour du feu, et le feu est un phénomène d'hominisation majeur. Comment on réussit à raconter ça, comment on réussit à utiliser la cuisine et son univers, le service joue un rôle évidemment essentiel là-dedans, à travers différentes scénographies, différentes installations. Comment est-ce qu'on peut imaginer une suite de repas comme les séries, une suite de chapitres d'un roman ou les différentes scènes d'une pièce de théâtre. Et le travail que j'ai mené a été il a été remarqué par 2 scènes nationales. J'ai été pendant 3 ans rattaché à celle de Marseille et puis je suis toujours à celle du Mans. Et là, je suis en retard aujourd'hui parce que j'étais à un rendez-vous avec la Ferme du Buisson, qui est une scène nationale qui se trouve à Noisiel,
pour un événement qui aura lieu le 28 septembre dans l'ancienne chocolaterie Meunier. C'est Charlie et la chocolaterie dans l'Est parisien, c'est magnifique. Ça a été repris par Nestlé et on va imaginer avec un chorégraphe une déambulation pour rentrer à l'intérieur du... Comment on fait pour amener 600 personnes à déambuler en rentrant dans l'histoire de ce lieu-là et à vivre quelque chose de singulier ensemble. Parce que c'est là aussi qu'il y a quelque chose d'essentiel autour de la table. C'est-à-dire que la table, c'est quand même un lieu de rencontre. Moi, j'aime les grandes tablées, j'aime pas les tables individuelles du tout. Du tout. J'impose vraiment la plupart du temps des tables, quitte à mettre les gens parfois un peu de façon inconfortable. C'est finalement pas si important que ça. Au contraire, parfois même, ça peut participer à susciter un souvenir. Mais l'essentiel, c'est de mettre des gens vraiment collés les uns aux autres autour d'une grande tablée pour faire en sorte qu'elle joue à nouveau son rôle justement de lien et de creuset de rencontre. Tu peux nous raconter, par exemple, je pense au dîner préhistorique aussi, à la grotte Cosquer, qui lie à la fois histoire et nourriture. Oui. Alors là j'avais été sollicité par Provence Tourisme, qui est l'organisme de développement touristique du département des Bouches-du-Rhône, qui avait fait appel à moi parce que j'avais déjà imaginé un repas autour de la préhistoire au musée de l'Homme, avec Christophe Lavelle notamment, et puis Roland Nespoulet, qui était un des préhistoriens rattachés au musée. Et on avait accompagné une exposition qui s'appelle Je mange donc je suis, qui était vraiment très très intéressant. Et du coup, on m'a permis de refaire un dîner dans la reproduction de la grotte Cosquer. Le lieu est vraiment singulier. Aucune table, évidemment, ne pouvait être présente normalement. Là, j'ai imposé le banc, parce que je voulais qu'on soit comme dans une grotte et un peu baissé. Donc le banc était à la fois l'assise et la table. Et le premier repas a été vraiment... a suscité vraiment même de l'agressivité aussi. De la part de ceux qui ont mangé? Oui, parce que les gens qui sont venus là étaient des happy few qui pensaient venir à un dîner insolite dans la grotte Cosquer. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait eu un travail de recherche préhistorique, sur l'alimentation préhistorique avant. Et du coup, par exemple, il y avait plein de gens qui étaient passionnés d'équitation et manger du cheval cru, pour eux, ça a été vraiment très violent. Une des pistes explicatives de la naissance du fromage, c'est le fait de dépecer un jeune mammifère qui vient de téter sa mère et le lait a caillé dans un de ses estomacs. Et du coup, l'idée, c'était de montrer comment, en fait, ce goût-là originel, c'est-à-dire que d'un fromage qui a vraiment caillé avec l'acide, mais qui est servi aussi avec des tripes. C'était ce genre de choses. Et puis leur faire manger du lichen aussi. Parce que le lichen, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais c'est très très puissant quand on n'a pas l'habitude. Mais aussi de la terre, parce que ça, on a oublié, mais parce qu'on est dans des sociétés de privilégiés aujourd'hui, mais jusqu'il y a une cinquantaine d'années encore dans quelques campagnes reculées françaises qui portaient encore en fait une culture plurimillénaire qui s'est effondrée dans les années 60. Il y avait encore dans quelques campagnes quelques spécialistes de la terre, de l'art de manger la terre quand on n'avait plus rien à manger, et qu'il fallait bien se retourner vers quelque chose de nutritif, que ce soit sur les arbres ou dans la terre. Donc voilà, ils se retrouvaient à manger des lichens, de la boue et de l'estomac. Oui, et puis en boisson, il y avait aussi un travail fantastique qui avait été fait par Guillaume Ferroni, qui avait retrouvé l'alcool premier, le plus ancien en tout cas dont on ait trace, qu'on trouve en Chine, à moins 9000, et des baies d'églantine mastiquées, recrachées, et donc lancées en fermentation, et c'est super intéressant. Oui, on parle d'expérience immersive, on y est. Merci Emmanuel. Une question à la fois pour Bérengère et pour Antoine. Vous avez commencé avec, vos groupes ont commencé avec un lieu avant de se développer et de grandir beaucoup. Vous allez nous dire combien de lieux chacun vous gérez aujourd'hui. Comment vous avez basculé et fait ce passage à l'échelle sans complètement perdre l'âme du premier lieu? Allez, je me lance. Aujourd'hui, on va ouvrir le 26e restaurant dans 2 semaines à Bruxelles, place Flagey. Donc effectivement, en 10 ans, on est passé de 1 à 26, ce qui
ce qui, nous, à notre échelle, est énorme. Après, on relativise. Quand on est chez Accor, on a 3500 hôtels ou restaurants, donc ce n'est pas du tout les mêmes échelles. Ce qui nous distingue chez Big Mama, c'est que ces 26 lieux, on les gère nous-mêmes. On n'a pas de franchise, on opère tout nous-mêmes. Ça veut dire que c'est 100% nos équipes à nous, c'est 100%, on maîtrise 100% chaque élément de la chaîne, on n'externalise rien. Comment on passe de 1 à 26 sans vendre notre âme? D'abord, en y réfléchissant. Je pense qu'on sait alors pas évidemment au moment du premier restaurant, enfin c'est assez rare, je pense, les aventures entrepreneuriales où l'histoire est écrite, ce que je disais tout à l'heure, l'histoire n'était pas écrite. En revanche, vous ouvrez un premier lieu, ça marche, je vous dis, bon, le deuxième lieu, je vais reprendre un peu les mêmes codes. Et puis après, vous dites, bon, on a créé quelque chose, c'est quoi notre ADN, c'est quoi notre identité? Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai résumé en une phrase qui était Big Mama. Et en fait, je pense qu'un des secrets de ne pas vendre son âme au diable, de garder cette qualité, de garder ce fait maison, de garder des lieux uniques, c'est de s'y tenir. En fait, on a écrit ce qui était notre ADN, on a écrit ce qui étaient nos piliers, et à chaque endroit, on s'y tient et on respecte à chaque fois nos valeurs. Vous avez une sorte de bible de l'identité de Big Mama? Voilà, une bible très simplifiée. On n'est pas dans des vraies histoires de 200 pages. C'est très simple. Mais en fait, je vous donne l'exemple du fait maison. Vous dites, on fait tout maison. OK. Et puis, en fait, vous grossissez. Puis vous dites, mais finalement, je me rends compte que je peux prendre des tomates San Marzano qui sont les meilleures d'Italie, mais je peux peut-être acheter ma sauce toute faite parce que, en fait, comme j'ai pas mal de lieux, ça va me permettre de faire des économies, etc. Et là, vous dites, ah non, j'ai dit que je faisais tout maison. Donc en fait, ma sauce tomate, elle va être faite dans chaque lieu et c'est comme ça. Et en fait, le fait d'avoir des quelques piliers qui sont écrits, quelques guides, et de s'y référer à chaque moment où vous avez des décisions qui peuvent être un peu orthogonales, ça vous aide à avancer, ça vous aide à pas trahir qui vous êtes. Et donc c'est sur des petites choses comme ça, et un ensemble de petites choses qui fait que vous allez finalement réussir à garder de fil en aiguille votre qualité et cette expérience 360 qui nous caractérise. Toi, tu as été à la tête de la Felicita, qui est toujours un lieu extrêmement grand, une sorte de food market italien dans Paris 13, c'est ça, vers Bercy? Non, vers Bibliothèque François Mitterrand, oui. J'imagine qu'il y a eu un avant et un après la Felicita dans l'histoire de Big Mama. Est-ce que ça n'a pas été ce moment-là où, en fait, vraiment, l'expansion a été très grande et a eu un risque de devenir incontrôlable, notamment sur les approvisionnements? Alors, oui et non. Alors, donc, la Felicita, qui connaît la Felicita? Ah oui, quand même. On a des fans de Big Mama, je t'ai dit. Merci beaucoup. Alors, il y a eu un avant et après, oui et non. Il y a eu un avant et après sur une forme de confiance dans notre capacité à créer des destinations. Pour être super honnête avec vous, quand on travaillait sur la Felicita, on est dans le 13e, rue du Chevaleret, en contrebas. On écrivait un business plan où on faisait 50 couverts le midi parce qu'on se disait on est dans la station F, on aura les start-upers. Et le soir, on n'osait pas écrire qu'on ferait 30 couverts parce qu'on se disait mais c'est pas possible, le soir, il n'y aura personne. On ouvre ce lieu, il y a une file d'attente jusqu'au métro bibliothèque François Mitterrand. Et là, on se dit, en fait, on a réussi à créer un lieu de destination. Donc là, ça nous a donné une forme de confiance en notre capacité à faire ça, confiance en notre capacité à absorber des très très gros volumes, parce que Felicita, c'est plusieurs milliers de clients par jour, donc c'est vraiment une très grosse puissance opérationnelle. Et effectivement, en termes d'appro, on est passé, la Felicita, ça a quasiment doublé notre running de produits, etc. Donc ça, c'est la partie oui. Et la partie non, c'est que finalement, à Felicita, on n'en a qu'une. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est vraiment unique, qui a son identité, c'est un food market. Et les 25 autres restaurants qu'on a, c'est des trattoria assis à table. Donc on n'a pas fait d'autres Felicita. Donc la Felicita, c'était quelque part une opportunité incroyable sur notre chemin. Mais ce n'est pas un modèle qu'on a spécialement répliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres un jour, mais c'était vraiment un truc très incroyable et très différent. Et ce n'est pas la Felicita qui nous a fait sortir de Paris, parce que au moment où on travaillait sur la Felicita, on savait déjà qu'on allait ouvrir à Lille. Donc en fait, on avait deux projets en parallèle qui étaient la Felicita à Paris et déjà un projet de, pour la première fois, on va quitter les frontières de Paris, on ira à Lille. Et on se disait, dans la foulée, on ira à Londres. Donc le fait de sortir de Paris était déjà inscrit dans notre roadmap, alors même que la Felicita n'était pas ouverte et était en construction. Donc c'était un événement exceptionnel sur la route,
mais qui n'a pas changé cette trajectoire qu'on avait de développement hors de Paris, en province et à l'étranger. Antoine, sur cette partie restaurant de destination, c'est pareil pour les restaurants de Paris Society, justement parce qu'ils sont un peu cachés et qu'ils n'ont pas pignon sur rue, aucun d'entre eux, je crois. Comment, pareil, ça s'est passé, ce développement de lieux, et comment, enfin, c'est quoi l'envie de, enfin, quand les gens arrivent dans les lieux Paris Society, qu'est-ce que tu aimerais entendre, qu'est-ce que tu veux entendre d'eux? L'envie, ça a été de créer, l'envie initiale de Laurent, et j'en parle parce que c'est un groupe qui est entrepreneur, encore même dans les valeurs aujourd'hui, ce qui nous permet, on sait que le challenge de demain, pour reprendre un peu la question d'avant, c'est de ne pas diluer notre ADN et de ne pas diluer nos valeurs. C'est encore un plus gros challenge qu'on a été racheté il y a 2 ans par le groupe Ennismore. On a la chance de garder une autonomie et une indépendance totale, et ils le préservent, donc on a très peu de liens finalement, ou que des liens sur la partie développement et plutôt international avec eux. Je dis souvent que la culture amène la désirabilité à la notoriété, et la notoriété à la croissance. Nous, on a eu ce cycle-là, et quand on était désirable et on a eu de la notoriété, on a sorti toutes les voiles et on s'est dit on va en profiter, on va y aller à fond. Et aujourd'hui, la croissance, on l'a eu, on la calme en France. Et par contre, cette croissance peut diluer la culture et amener à un cycle qui est un peu moins drôle par la suite. Donc on essaye d'être extrêmement vigilant là-dessus, et on est vigilant notamment en ayant des équipes qui sont quasiment toutes opérationnelles, même au siège. Moi, j'ai la chance d'avoir les opérations, la création et le développement, et ce qui nous permet de ne pas faire du développement pour faire du développement, et on limite vraiment. On n'a pas de département marketing chez Paris Society. On a intégré une DRH il y a 2 ans, quand on avait déjà plusieurs milliers de collaborateurs, et on a fait beaucoup les choses avec de l'intuition et en étant extrêmement présent sur nos affaires. Pour répondre à ta question sur les lieux de destination, le moteur principal de Laurent, ça a toujours été: je veux dénicher des lieux de dingue que personne ne connaît, des terrasses où il n'y avait rien avant, et je veux qu'on y crée du contenu. Et du coup, moi, j'interviens plutôt sur cette partie contenu. On n'est effectivement pas des restaurants dans lesquels tu passes devant à 12h15 et tu dis tiens, on va déjeuner, on va regarder la carte, et si c'est sympa, on va y aller. On n'est que des destinations. On essaye de mixer la clientèle. On a toujours la chance d'avoir à peu près 50% de notre clientèle parisienne et 50% internationale, ce qui est hyper important pour nous, parce qu'on écrit nos histoires d'abord pour parler aux Parisiens. Donc c'est vraiment comme ça qu'on essaye de créer ces lieux de destination. Et je te remercie de nous avoir invités, dans un festival qui est très food à la base, parce que je suis souvent en désaccord avec les personnes qui viennent opposer nos restaurations. Et quand je dis nos, je mets Big Mama dedans, parce que même si on s'adresse à des cibles un peu différentes, on a des ADN communs. Et des restaurateurs, et des chefs, et de la cuisine gastronomique. Quand on me dit, mais avec vous à Paris, du coup c'est la fin des restos gastro, c'est un non-sens. Quand Airbnb s'est lancé, c'était pas la fin de l'hôtellerie. Quand le low cost s'est lancé, ça a augmenté le nombre de voyageurs qui a voyagé dans le monde, ça n'a pas tué l'aviation historique. Donc on a essayé d'amener quelque chose de nouveau. Jean-Louis Coste l'avait fait dans notre ADN il y a 25-30 ans. On dit souvent que nous, on a amené l'étage supplémentaire de la fusée en y mettant un peu d'entertainment. Mais voilà comment est-ce qu'on essaye de s'inscrire dans ce marché, en sachant bien que pour nous, le gros du développement parisien est derrière nous. Parce que Laurent avait targeté il y a 10 ans 16 lieux de dingue. On en a 13, bientôt 14 sur les 16. Il y en a probablement plus beaucoup d'autres. Le marché parisien n'est pas non plus, pour notre segment, un marché qui peut supporter encore énormément de grosses ouvertures comme ça. Et donc la suite pour nous sera sur l'international plutôt. Tu parlais d'entertainment, ça m'amène justement à cette question que je me posais en vous écoutant sur est-ce qu'on est obligé, enfin est-ce qu'en fait être restaurateur c'est forcément maintenant un peu amuser, donner de l'expérience, et est-ce que faire à manger ça suffit plus, il faut forcément amener cette brique d'entertainment et d'expérience immersive? Je dirais pas que ça suffit plus, mais effectivement ce qui est intéressant quand tu disais qu'on oppose parfois ce qu'on fait avec la vraie restauration, en tout cas au début, il y a une dizaine d'années, quand nos groupes se sont créés, c'était un petit peu le procès qu'on nous faisait, parce que c'était un peu la première fois qu'on faisait des restaurants
trendy sans que ce soit le chef qui soit la figure d'affiche. Et donc, on a prouvé qu'il y avait une autre manière d'approcher une expérience dans le restaurant sans que les clients viennent pour une personne dédiée. Une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est très complexe aujourd'hui, c'est que je pense que la restauration des clients qui viennent pour un chef n'est pas du tout terminée parce qu'on continue à avoir des chefs hyper talentueux et que un chef peut être une destination et continuer à être une destination. Néanmoins, il y a une très grande exigence du marché, surtout aujourd'hui, je trouve depuis... ça s'est amplifié post-Covid, ça s'est amplifié post-crise, et donc c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a une très grande exigence, les gens sortent moins, et donc quand ils sortent, ils sélectionnent pourquoi ils sortent, et il faut être méga à la hauteur. Et donc on ne peut pas juste les faire venir pour une carte, à part quand on est un grand chef, mais sinon pas juste les faire venir pour une carte, il faut les faire venir pour beaucoup plus que ça. En fait, on ne va pas manger au restaurant en bas de chez soi, parce que maintenant on commande à la maison, c'est plus simple, c'est moins cher. Quand on va au restaurant, c'est parce qu'on veut vivre, donc on sélectionne le lieu, on veut que le service soit sympa, on veut en fait passer un moment inoubliable qui ne passera pas que par l'assiette, qui passera par l'assiette, mais pas que par l'assiette. Et pour les restaurateurs aujourd'hui, c'est un layer de difficultés supplémentaires, parce que vous devez du coup penser 360, ce qui a un coût, parce que ce n'est pas uniquement la carte qu'on travaille, mais beaucoup plus que ça. Et c'est aussi difficile parce que en fait, il n'y a rien de plus bateau que dire on va faire vivre une expérience. C'est un truc que j'entends depuis 10 ans, à faire vivre une expérience, mais ça veut tout dire et rien dire. Et en fait, la clé là-dedans, c'est de réussir à se différencier, c'est de réussir à faire en sorte que les clients reviennent, c'est de réussir à se réinventer sur des lieux qui vieillissent, etc. etc. Et donc, c'est un métier qui a toujours été très dur, mais qui est d'autant plus par ce biais de différenciation et de 360 qui existe aujourd'hui. Emmanuel, tu as un avis par rapport à ça et ce côté de société de l'entertainment et sur sa traduction sur les restaurants? Écoute, notre univers est multiple, hein, l'univers de la restauration. Et évidemment que quand tu as besoin de te démarquer, parfois tu as besoin de faire appel à cela, mais il y a quand même des tendances de fond qui sont toujours là. Et on appartient quand même à un pays où le restaurant est né et a grandi avec des vraies attentes et des vraies habitudes. Et il y a un texte très très joli sur ce que devrait être un restaurateur, qui n'a pas été écrit par un Français, mais qui a été écrit par un Américain qui s'appelle David Thoreau, qui est connu pour d'autres textes. Mais celui-ci, en fait, il est publié aux éditions Mille et une nuits, dans un petit volume. Le volume s'appelle Résister. Le premier texte s'appelle L'aubergiste. Et j'en connais plein, moi, des gens qui sont des aubergistes aussi encore aujourd'hui en France, en fait, qui ne déroulent rien d'autre que leur capacité d'accueil. Ça peut être aussi en bas de chez soi, parce qu'évidemment, on est tronqué aussi par rapport entre la perception de la réalité entre Paris et la province. Hier, je vis à Marseille. Je vais rencontrer quelques amis et en fait, le vin se fait livrer. J'ai pas du tout l'habitude de ça. Et mes amis m'expliquent que Paris est passé à une société de livraison généralisée et qu'effectivement, il faut pouvoir justifier de sortir, ce qui n'est pas du tout le cas encore en province. On sort aussi en bas de chez soi dans des restaurants qui n'ont pas d'autres ambitions que de servir correctement une purée avec de la saucisse ou une pizza tout à fait décente. Donc il y a ça aussi, de toute façon. Mais et évidemment, il y a une sorte de course à l'expérience ou de course expérientielle. Moi, j'ai été profondément marqué cet été par la disparition de quelqu'un qui n'avait, là encore une fois, rien à voir avec la restauration, mais qui disait quelque chose aussi de notre époque et puis qui peut répondre aussi à certaines de ces questions, qui s'appelle Annie Lebrun. Et Annie Lebrun qui était présentée comme la dernière des surréalistes, même si je pense qu'elle aurait hurlé en entendant ça. Mais qui parlait parfois du trop-plein de tout, et que notre société aujourd'hui générait aussi, avait cette capacité aussi à se nourrir du trop-plein de tout. Le fait de parfois aussi se poser, peut-être que l'avenir demain, ce sera des restaurants qui ne proposent finalement juste d'être bien, mais ce que vous faites aussi dans une certaine mesure, d'être juste là en fait, et servi avec aménité. On aura justement l'occasion de rencontrer des aubergistes, des patrons de bistrots juste après, c'est la table ronde suivante. Je vous en parlerai à la fin, mais restez avec nous parce qu'on va parler justement de
comment on revient aussi à des cuisines traditionnelles. À la fois, il y a vos modèles qui existent et qui peuvent coexister avec évidemment des bistrots traditionnels comme le Paul Bert, comme le Café des Ministères, et qui proposent des cartes avec des vols au vent et qui sont carton plein et toujours remplis. Antoine Ménard, je me tourne vers toi sur aussi bien la question que je viens de poser, mais qui m'amène aussi au fait ça crée des nouveaux métiers comme directeur artistique culinaire ou des personnes qui sont pas issues du milieu de la cuisine et qui écrivent des cartes, des idées de restaurants. Toi, tu me disais que tu travaillais justement avec quelqu'un qui écrit, qui s'occupe de cette direction artistique culinaire. Ces nouveaux métiers, est-ce que il n'y a pas de marketing, tu disais il n'y a pas de département marketing et en même temps c'est purement du marketing ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de marketing chez nous, c'est qu'il n'y a pas de tête pensante sortie de grandes écoles de marketing qui vont faire un plan marketing qui va ensuite être appliqué par les opérations. On a un schéma d'information remontante des établissements qui est assez important et on essaye toujours de créer des actions de marketing au travers des expériences clients. Moi, j'aimerais bien dire 2 mots. Quand on parle d'entertainment, moi, je préfère parler d'émotion et parler de promesses. Et je pense qu'il peut y avoir de l'émotion dans un restaurant bistrot de quartier en bas. Il peut y avoir de l'émotion dans un resto gastronomique. Il peut y avoir de l'émotion dans un resto avec de l'entertainment. Je pense qu'il est surtout important que chacun dans son positionnement, on soit cohérent pour positionner une promesse qui soit audible et pour ensuite, et c'est le plus difficile dans nos métiers, exécuter cette promesse pour être à la hauteur. C'est ce qu'on essaye de faire en mettant plus ou moins d'entertainment et effectivement en le faisant différemment parce qu'on ne part pas d'une vision initiale d'un chef. Je dis souvent à mes équipes, nous on n'est pas là pour faire découvrir de nouvelles choses à nos clients, on est là pour les divertir. Et nous on part du principe dans notre positionnement qu'on ne se divertit jamais aussi bien que quand on est en compréhension et maîtrise de son environnement, de la lecture de la carte, de l'assiette qui arrive et finalement d'avoir assez peu de surprises dans ce qui est déroulé pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir profiter également de tout le voyage qu'on propose au travers d'un décor, au travers d'une musique, etc. Et vous ne proposez pas de lichen et de boue au menu, quoi. Non. On n'en propose pas, mais tu sais, notre clientèle qui vient chez nous un samedi par mois, elle va chez Bérangère 2 jeudis par mois et elle se fait 1 fois par an ou 2 fois par an un dîner insolite. On est sur une clientèle qui est curieuse aujourd'hui, qui a besoin d'être nourrie d'énormément de nouveautés. La restauration est un terrain de jeu de dingue. On dit souvent qu'on invente des nouvelles choses. C'est pas complètement vrai. Quand on a repris Maxim's il y a 2 ans et qu'on a réouvert il y a 1 an, on a passé des centaines d'heures à regarder les archives et à essayer de refaire vivre cette table mondaine sans rien inventer, puisque c'était comme ça qu'elle fonctionnait au début du XXe. Donc c'est cyclique également, mais c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui qui, contrairement à il y a 25 ans quand j'étais en école hôtelière où c'était soit la salle, soit la cuisine, avec des profils qui étaient plutôt très opérationnels, c'est un métier qui s'est ouvert à plein d'autres types d'entrepreneurs. Et c'est un métier dans lequel il y a aujourd'hui des opportunités qui sont assez fortes. Et juste pour dire un mot sur la création des cartes, c'est vrai qu'on a pris le choix, nous, de faire participer une directrice artistique culinaire sur la création de nos cartes, qui n'est pas chef de métier, parce que nos chefs sont beaucoup dans leur cuisine, beaucoup à Paris, et que contrairement à d'autres profils, comme moi j'ai la chance, ou comme cette nana-là dans les équipes, on voyage beaucoup, on passe notre vie dans les avions à aller découvrir plein de restaurations à travers le monde. Et donc ça permet de ramener un input qui est vraiment lié à une vision consommateur et pas du tout à une vision à la base technique et opérationnelle. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent en tête après cet échange riche? Une observation, un partage d'expérience. Toujours la première qui est un peu dure, mais lancez-vous. J'en ai d'autres dans mon sac, hein, mais bon, j'aimerais bien vous entendre. Allez, j'arrive. Bonjour, moi j'ai une question pour Emmanuel Perraudin. Donc, je ne sais pas combien de dîners insolites vous avez organisés déjà dans votre carrière professionnelle. Est-ce que vous en avez un dans le coin de votre tête que vous n'avez pas encore réalisé
et que vous aimeriez nous partager. Un lieu avec des personnes ou justement des mets encore plus particuliers à faire découvrir. Alors il y en a plein, il n'y en a pas un, il y en a plein. Mon Dieu, je suis... On n'a pas envie d'être dans sa tête, je crois. Oui, non, il y a plein de choses que je voudrais encore continuer à accomplir. Là, j'ai commencé l'année dernière quelque chose que j'ai été obligé de mettre entre parenthèses, mais que je vais reprendre. À partir de l'année prochaine, un dispositif qui s'appelle la ligne rouge, qui suivra les équinoxes et les solstices. Ça n'a rien à voir avec un quelconque culte solaire ou lunaire, hein, c'est juste pour rentrer dans la scansion du temps. C'est-à-dire que ce qui fait aussi nos métiers, ce qui en fait aussi sa singularité, c'est l'attention toute particulière que nous apportons justement au déroulé du temps. Parce que nous offrons justement une parenthèse dans le temps. Qu'elle soit modeste dans un bistrot ou que ce soit dans un gastro, c'est la même chose à vrai dire. C'est le même temps hors du temps qu'on offre à des gens. Et donc, d'ancrer cette ligne rouge pendant une vingtaine de dîners, donc ça prendra 5 ans, avec une table différente à chaque fois. Une forme de table parfois jamais vue, parfois déjà vue, pour 50 à 120 personnes, dans des lieux effectivement qui ne sont pas forcément dévolus à la restauration. Voilà. Non, il y a des idées, il y en a encore, mon Dieu, mais tellement. Après, c'est toujours la question de savoir après quoi on court et ce qu'on veut raconter. Et puis les financements aussi, punaise, il faut bien le dire. Est-ce qu'il y a une autre question, une observation? Eh bien, parfait. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on passe à la suite du programme? Ça va? Un mot de la fin. Emmanuel. Moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que nos métiers sont des métiers de restauration. Et il faut vraiment l'entendre de façon étymologique. C'est-à-dire que quand on vient, quand on va dans un restaurant, on y va aussi pour se restaurer. L'air de rien. C'est-à-dire qu'il y a dans les métiers que nous faisons, ils sont à la fois terriblement sans importance et quotidiens, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que de cuisiner. Et ça doit rester comme ça, sans prise de tête du tout. Et en même temps, il y a quelque chose en plus. Il y a ce quelque chose en plus qui relève justement de la culture, qui relève justement de cette capacité à lier et à relier les gens. Et cet aspect, c'est vraiment, de mon point de vue, la seule chose que nous devons continuer et je pense que vous le faites aussi, c'est au cœur de vos réflexions, c'est la seule chose qui compte vraiment dans ce que nous, pour moi en tout cas, ce besoin restauratif. Parfait, ce sera le mot. Ah non, Bérangère. Pour rebondir, moi si je devais appuyer sur quelque chose à la fin, on a finalement assez peu parlé des collaborateurs et de l'humain. Et ce qu'on n'a pas trop dit, c'est qu'on a beau réfléchir à toutes les composantes de l'expérience, à faire les plus beaux lieux, à faire une carte sympa, à la fin, si vous avez eu la chaleur humaine, si vous avez eu un sourire, si vous avez une petite blague au moment où il fallait, c'est ça qui vous fera revenir au fond. Vous pouvez manger aussi bien que vous voulez, si vous n'avez pas eu une belle expérience humaine dans le lieu, vous ne reviendrez pas. Donc, au fond, le cœur de ce métier-là, ça reste le collaborateur et l'humain. Et voilà, ce sera mon mot de la fin à moi. Antoine, il en faut. Je vais laisser le mot de la fin à Bérangère, Okay. Il était parfait, je partage. L'humain et le restaurant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'avoir été nombreux et nombreuses à nous écouter. On va enchaîner dans quelques minutes sur la prochaine table ronde Néo Rétro Bistrot. Assiste-t-on à un retour à la tradition? Restez avec nous.